Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clémentine Schilt et je suis la responsable de l'enseignement numérique à l'Institut Pasteur. Bienvenue à ce nouveau webinaire de l'enseignement. Ces webinaires de l'enseignement sont organisés avec l'aide de l'Agence universitaire de la francophonie et avec l'Association des anciens élèves de l'Institut Pasteur. Donc, nos deux intervenants sont de Toulouse. Florence Abravanel est maître de conférence à la faculté de santé de Toulouse et praticien hospitalier au laboratoire de virologie du CHU de Toulouse. Et donc, elle est la collègue de Sébastien Lhomme, qui est professeur des universités à la faculté de santé de Toulouse et aussi praticien hospitalier au laboratoire de virologie du CHU de Toulouse. Après des études en pharmacie, ils ont réalisé tous les deux une thèse sur les virus des hépatites C et E à l'Université de Toulouse, sous la direction du professeur Isopé. Et ils sont tous les deux directeurs adjoints du Centre national de référence pour le virus de l'hépatite E. Ils assurent la surveillance de ce virus en France et les aspects physiopathologiques de l'infection, notamment ils travaillent sur les aspects physiopathologiques de l'infection et notamment les mécanismes de persistance de ce virus chez les immunodéprimés. Donc, il est maintenant 14h04 et je pense que je vais vous laisser la parole. Je vais laisser la parole à nos deux intervenants qui vont pouvoir commencer ce webinaire passionnant. Merci beaucoup. Merci Clémentine. Bien, on va commencer avec Sébastien Lhomme, donc je lui laisse la parole pour le début du diaporama. Merci Florence. Donc bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation et merci de vous être connectés si nombreux. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Clémentine, on va vous parler des actualités et des défis cliniques qui concernent l'infection par le virus de l'hépatite E. Donc quelques chiffres pour commencer. En 2021, l'OMS a estimé qu'il y avait un peu plus de 19 millions d'hépatites aiguës liées au virus de l'hépatite E dans le monde, dont 3450 décès. Et la létalité est estimée entre 0,2 et 4%. Mais on verra qu'en fonction des terrains, ça dépendra bien effectivement des facteurs de l'hôte et des facteurs virologiques. Donc historiquement, les premières épidémies liées au virus de l'hépatite E en fait ont été décrites en 1958 à New Delhi notamment, où la première épidémie recensée avait recensé environ 10 000 cas. Et dans la vallée du Cachemire, un peu avant le début des années 80, il y avait également eu une grosse épidémie avec plus de 40 000 cas et environ 1700 décès. Depuis, vous allez voir au cours de ce webinaire qu'on a fait beaucoup de progrès en termes de connaissances sur le virus de l'hépatite E, même s'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Donc, deux mots sur la séroprévalence en Europe. Donc, on voit que certains pays sont relativement épargnés par le virus de l'hépatite E, notamment en Irlande, où la séroprévalence n'est que de 5%, entre guillemets, 12% en Angleterre. En France, en Espagne et en Suisse, on est autour de 20%. L'Italie, vous voyez, également épargnée. Et donc, ça, ce sont des chiffres de séroprévalence nationale. Mais en France, on a une sorte de gradient nord-sud avec davantage de cas dans le sud, donc y compris à Toulouse, où certains travaux avaient mis en évidence une séroprévalence de 50% dans l'ex-Midi-Pyrénées. Et cette séroprévalence peut même atteindre plus de 80% dans certains départements comme l'Ariège. Donc, concernant la variabilité et l'épidémiologie de ce virus, donc le virus de l'hépatite E est un virus à ARN simple brin de polarité positive d'environ 7200 paires de bases, dont le génome a été séquencé au début des années 90 et par homologie de séquence avec d'autres virus connus à l'époque. Trois cas de lecture ont été définis. ORF1, qui code la polyprotéine non structurale, qui possède les différents domaines enzymatiques nécessaires à la réplication du virus, notamment une méthyltransférase, une hélicase, une polymérase. D'autres régions dont on ne connaît pas très bien le rôle à l'heure actuelle, notamment la région hypervariable, et certains domaines dont le rôle et la fonction sont remises en question, notamment ce domaine ici, qui historiquement était considéré comme étant une protéase, et les données actuelles, notamment avec les nouveaux outils de modélisation moléculaire comme AlphaFold, suggèrent qu'il pourrait s'agir en fait d'un domaine de fixation de cations divalents, voire un domaine de fixation des acides gras. Et la présence ou non de cette protéase fait écho finalement à une autre problématique concernant le virus de l'hépatite E, c'est savoir si cette polyprotéine
agit comme un seul bloc ou si au cours du cycle de réplication, la polyprotéine est clivée pour les différentes sous-unités fonctionnelles. Deuxième cadre de lecture est ORF2, qui code la protéine de capsid, donc qui sert à protéger le génome viral. Et il existe également une forme libre pour cette protéine qui peut être utilisée pour le diagnostic. ORF3 code une petite protéine qui intervient dans la sortie et la libération des particules virales hors de la cellule infectée. Et plus récemment a été décrit un quatrième ORF, ORF4, qu'on retrouve uniquement pour les souches qui appartiennent au génotype 1, et l'expression de cette protéine est conditionnée par le stress du réticulum endoplasmique notamment. Le virus de l'hépatite E appartient à la famille des épeviridés, c'est le seul représentant de cette famille à l'heure actuelle. Il y a 2 sous-familles qui ont été décrites. La sous-famille des paraépevirinés, qui regroupe uniquement les souches retrouvées chez les poissons, en particulier la truite, et la sous-famille des orthoépevirinés, qui regroupe 4 genres distincts. Le genre Aviépevirus, qui regroupe les souches aviaires, le genre Chiroépevirus, qu'on retrouve chez la chauve-souris, le genre Passelépevirus, qui nous intéresse plus particulièrement en santé humaine, puisqu'il héberge 8 génotypes, dont 4 majeurs en santé humaine, le génotype 1 et 2, qui sont strictement humains, par opposition au génotype 3 notamment, qui en plus d'infecter l'homme, possède un réservoir animal, en particulier le porc, le sanglier, les cervidés. Une souche propre au lapin a également été décrite. Pour les génotypes 4, on retrouve également un réservoir animal, en particulier le porc, le sanglier. Génotypes 5 et 6, quant à eux, n'ont été décrits que chez le sanglier à l'heure actuelle, mais les infections expérimentales de primates non humains suggèrent que l'infection de l'homme pourrait être possible. Et enfin, le génotype 7 et 8, qu'on retrouve essentiellement chez les camélidés, avec un cas qui a été recensé chez l'homme, donc en lien avec la consommation de viande et de lait de chamelle. Et enfin, donc le genre Rhocaepevirus, historiquement appelé VHEC, qu'on retrouve chez le rat, le furet, le campagnol. Et je vous montrerai que plus récemment, des cas d'infection humaine ont été décrits en lien avec ce genre. Pour ce qui est de la répartition mondiale des 4 principaux génotypes, eh bien, le génotype 1 et 2 sont retrouvés essentiellement dans les pays à ressources limitées, en particulier en Afrique, en Asie, par opposition au génotype 3 qu'on va retrouver, qui possède une répartition mondiale, en fait, comme vous pouvez le voir ici en orange, en lien avec la présence du réservoir animal, notamment le porc, les cervidés, le sanglier, etc. Génotype 4 qu'on retrouve essentiellement en Asie, toujours en lien avec la circulation dans le réservoir animal, mais des cas sporadiques ont été recensés à travers le monde, y compris en Europe. Et de façon très intéressante, avec l'exemple de l'Afrique du Sud, eh bien, dans le pays dans lequel historiquement circulait le génotype 1, eh bien, du fait de l'amélioration des conditions sanitaires, eh bien, une transition qui se fait maintenant. Il y a le génotype 1 et 3 qui co-circulent. Donc, dans les pays à ressources limitées, la contamination des hommes se fait essentiellement par le vecteur hydrique en lien avec le péril fécal. Dans les pays à niveau sanitaire un peu plus élevé, il y a plusieurs acteurs qui vont entrer en jeu pour expliquer la contamination des êtres humains, notamment le réservoir animal, dont la consommation de la viande contaminée, consommée crue ou insuffisamment cuite, va être un gros pourvoyeur de cas humains. Il y a des cas transfusionnels qui ont été décrits également, ce qui a conduit certains pays d'Europe à envisager un dépistage génomique viral pour sécuriser les dons de sang. Donc c'est le cas en France notamment, où le dépistage est obligatoire depuis mars 2023. La consommation de fruits de mer, de fruits tout court, également a pu être retrouvée dans un certain nombre de cas d'infection par le virus de l'hépatite E. Et ça, en fait, c'est en lien avec le vecteur hydrique, y compris dans ces pays à niveau sanitaire dit élevé, puisque le virus de l'hépatite E a été retrouvé dans des rivières. Donc, de fait, il peut être retrouvé dans le circuit d'irrigation. Le VHE a également été détecté dans les stations d'épuration, ce qui fait que finalement, y compris dans ces pays, le vecteur hydrique pourrait potentiellement être impliqué dans un certain nombre de cas humains. Donc, ça reste descriptif, puisque
la dose infectieuse par ce vecteur n'est pas clairement décrite à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qui peut être envisagé. Et l'implication enfin d'autres réservoirs animaux, en particulier le rat sur lequel je vais revenir. Donc effectivement, le VHE du rat, c'est une histoire qui est relativement récente en fait, puisque les premiers cas enfin le génotype Roca epivirus a été décrit pour la première fois chez les rats en Allemagne en 2010. Et donc suite à la description de ce nouveau genre, d'autres chercheurs sont mis à voir si ce virus circulait dans leur pays. Et il a été mis en évidence qu'effectivement, ce Roca epivirus pouvait être retrouvé aussi bien en Asie qu'en Amérique du Nord et d'autres pays d'Europe, donc hors Allemagne. De façon intéressante, donc ces souches possédaient environ 50 à 60% d'identité nucléotidique avec le genre Pasla epivirus, donc le principal genre qui est responsable des infections humaines. Donc on se disait que le franchissement de la barrière d'espèce pour aller infecter l'homme, eh bien le risque d'être infecté par ce génotype était plutôt bas. Et finalement, c'est en 2018, donc 8 ans plus tard, que le premier cas d'infection humaine par le genre Roca epivirus a été décrit à Hong Kong par l'équipe de Sridhar, donc chez un patient immunodéprimé puisqu'il était transplanté hépatique. Donc c'était un cas isolé, mais 3 ans plus tard, la même équipe a publié 7 autres cas, toujours chez des patients immunodéprimés, donc que ce soit des patients greffés, des patients d'oncohématologie, donc vraisemblablement un tropisme de ce virus pour les patients immunodéprimés. Description qui restait valable, mais malgré tout, il y a eu un cas d'hépatite aiguë sévère qui a été décrite chez un patient immunocompétent par une équipe canadienne, mais c'était un patient qui avait voyagé. Donc finalement, des cas d'infection par le genre Roca epivirus qui semblaient se limiter aux patients immunodéprimés et plutôt dans des pays d'Asie. Et finalement, comme on ne trouve que ce qu'on cherche, les pays autres d'Asie se sont mis à screener pour les échantillons de patients qui ont des cytolyses inexpliquées. Il a été mis en évidence d'autres cas d'infection par le Roca epivirus en Chine, en Thaïlande, et des cas hors Asie ont également été décrits, notamment en Espagne, en France, en Allemagne. Vous voyez des case reports qui sont quand même assez récents. Des équipes espagnoles qui ont également décrit des cas pédiatriques, puisque 2 enfants ont présentant une cytolyse sans étiologie ont finalement été diagnostiqués comme étant infectés par le Roca epivirus, sachant qu'il y avait une patiente immunocompétente parmi ces 2 enfants. Et chez les patients vivant avec le VIH, donc la même équipe espagnole a également mis en évidence un cas d'infection par le Roca epivirus. Donc finalement, vous voyez qu'on est parti d'une description qui semblait limitée à l'Asie, et finalement, les cas d'infection humaine par le Roca epivirus sont possibles, quel que soit le pays au final. Donc ça, c'est une carte qui a été publiée récemment par On Yin Lo dans JHEPATOL en 2026, donc qui reprend finalement les 50 cas qui ont été décrits. Mais finalement, entre le moment où le papier a été accepté et le moment où ça a été publié, il y a d'autres cas qui se sont rajoutés, puisqu'il n'y avait pas les cas français, notamment les cas allemands. Donc, actuellement, il y a 50 cas de recensés, mais il y en aura vraisemblablement d'autres qui pourraient être décrits, puisque ce genre est de plus en plus recherché en cas de cytolyse inexpliquée. Et donc, la question maintenant brûlante, c'est de savoir comment les patients qui déclarent ces infections par le Roca epivirus s'infectent, puisque dans un certain nombre de cas, même pour ne pas dire la majorité des cas, le contact avec l'hôte naturel du Roca epivirus, donc à savoir le rat, eh bien, ce contact n'est pas retrouvé. Donc, il y a des travaux intéressants publiés par Yadav, donc un chercheur à Columbus dans l'Ohio, dans l'équipe de Scott Kenney, qui a mis en évidence que l'infection expérimentale du porc par le Roca epivirus était possible. Donc, ce qui suggère qui va dans le sens de franchissement de la barrière d'espèce et qu'il pourrait y avoir un rôle du porc comme un hôte intermédiaire. Par la suite, une équipe espagnole a recherché l'ARN du Roca epivirus dans les fesses de porc, donc en réalisant des prélèvements de selles de porc dans différents élevages. Et il a été mis en évidence dans cette étude que 44 échantillons étaient positifs pour la recherche de l'ARN de ce Roca epivirus.
Donc sur les 44 échantillons, on avait 41 qui provenaient du même élevage. Donc vraisemblablement un élevage dans lequel le virus circulait fortement. Et donc c'était finalement le premier travail qui suggérait la présence du rocaépévirus chez le porc. Alors c'est vrai que la limite technique de cette étude, c'était que les selles étaient prélevées à même le sol. Donc on peut imaginer que les rats en circulant dans l'élevage pouvaient faire leurs besoins et donc contaminer artificiellement les fesses de porc. Donc c'est vrai que c'était d'ailleurs le principal reproche qui pouvait être fait à cette étude, même si elle restait particulièrement intéressante. Et finalement, la preuve euh, que le porc peut agir comme un hôte intermédiaire a été apportée récemment par l'équipe de Javier Caballero Gomez, qui cette fois, au lieu de rechercher l'ARN du rocaépévirus dans les fesses de porc, ils ont directement réalisé cette analyse sur des mini-poules de sérum. Et là, Javier a mis en évidence que 9 prélèvements étaient positifs pour la détection de l'ARN du rocaépévirus, donc sur ce qui correspondait à 7 élevages. Donc là, c'est un travail qui est très élégant puisque cette fois, ça objective de façon irréfutable que les porcs peuvent être virémiques pour le rocaépévirus et donc potentiellement que la consommation de cette viande de porc contaminée par le rocaépévirus pourrait conduire à l'infection de l'humain qui va consommer cette viande. Donc, quelles sont les manifestations cliniques liées à l'infection par le virus de l'hépatite E? Donc, avant de vous les décrire, je vais revenir brièvement sur la pathogénèse. Donc, la contamination se fait essentiellement par voie entérale. Donc, les patients vont s'infecter en ingérant du virus qui soit contenu donc dans de la viande d'animal contaminée ou dans de l'eau contaminée. Et il va y avoir un premier cycle de réplication au niveau intestinal. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été décrit assez récemment par Olivier Marion, donc néphrologue à Toulouse, et qui a fait sa thèse d'université dans notre équipe, qui a montré que l'intestin était vraiment un compartiment de réplication extra-hépatique majeur au cours de l'infection par le virus de l'hépatite E. Et donc, suite à cette réplication dans le compartiment intestinal, donc il va y avoir une virémie, et donc les particules virales vont ensuite rejoindre le foie, qui est le site de réplication principal pour ce virus. Et donc, le virus va répliquer, libérer des particules virales dans le sang, donc pour entretenir la virémie. Et il va également y avoir excrétion du virus par les canaux biliaires, ce qui va expliquer pourquoi on retrouve ensuite ce virus dans les selles. Donc, il faut savoir que la majorité des infections par le virus de l'hépatite E sont spontanément résolutives et asymptomatiques. Ça peut représenter jusqu'à 90% des formes asymptomatiques. Et donc, elles sont spontanément résolutives, au moins chez le patient immunocompétent. On verra que chez le patient immunodéprimé, l'histoire est quelque peu différente. Donc, lorsque les symptômes sont présents, donc ce sont ceux d'une hépatite qui ne sont pas forcément spécifiques, au virus de l'hépatite E, avec des nausées, des vomissements, une asthénie. La jaunisse, bien évidemment, la diarrhée peut être retrouvée, des urines foncées ainsi que des selles décolorées. Il peut y avoir de la fièvre également, des douleurs abdominales, musculaires, voire des douleurs articulaires. Et il faut savoir que des formes fulminantes ont été décrites chez la femme enceinte. On peut également avoir des insuffisances hépatiques aiguës sur fond de cirrhose. Et donc, une hépatite chronique qui est définie par la persistance du virus pendant plus de 3 mois dans les prélèvements biologiques a été décrite chez les patients immunodéprimés. Donc voilà pour le tableau hépatique. Maintenant, on va voir que certains éléments sont spécifiques à certains génotypes, en particulier pour les génotypes 1 et 2, comme je vous ai dit, qui sont des virus qu'on retrouve essentiellement dans les pays à ressources limitées. La contamination est liée à la consommation d'eau contaminée par les matières fécales. Et donc, ces génotypes, dans ce contexte, vont être responsables de très grandes épidémies, en particulier au moment de la mousson ou en cas d'inondation. Et il peut également y avoir des épidémies dans des camps de réfugiés. En marge de ces épidémies, des cas sporadiques en lien avec l'infection par ces génotypes sont possibles. Et généralement, les hépatites aiguës surviennent chez l'adulte jeune, préférentiellement de sexe masculin. Donc, qu'est-ce qu'on entend par jeune? C'est classiquement entre 15 et 35 ans. À noter également chez ces patients
infectés par le VHE de génotype 1 et 2, eh bien, qu'il peut y avoir des hépatites aiguës sévères chez la femme enceinte et également chez les patients qui ont déjà un terrain hépatique fragilisé. Et en revanche, ces génotypes, en tout cas juste en l'état actuel des choses, il n'y a pas d'infections chroniques qui ont été décrites en lien avec ces génotypes 1 et 2. Pour ce qui est des génotypes 3 et 4, et dans une moindre mesure les rocaépévirus, donc ce sont des génotypes qui circulent, qu'on retrouve plutôt dans les pays industrialisés ou vont être responsables de cas sporadiques, même si des épidémies peuvent être décrites, comme notamment récemment en Nouvelle-Calédonie. La transmission est majoritairement zoonotique et ces génotypes vont être responsables d'hépatite aiguë chez les adultes un peu plus âgés, classiquement plus de 55 ans. Par ailleurs, des cas d'hépatite aiguë sévère sont également possibles chez les patients qui présentent une hépatopathie sous-jacente. Et à l'heure actuelle, aucun cas d'hépatite sévère n'a été décrit chez la femme enceinte en lien avec ces infections par les génotypes 3 ou 4. Et comme je le disais précédemment, par contre, des cas d'infection chronique sont possibles chez les patients immunodéprimés, donc y compris avec le genre rocaépévirus. Donc, en marge de ce tableau hépatique, des manifestations extra-hépatiques ont également été décrites au cours de l'infection par le virus de l'hépatite E, en particulier des cas de pancréatite, des thrombopénies, des anémies, des thyroïdites auto-immunes, des myocardites. Donc, ça sont souvent des case reports. Des complications rénales ont également été rapportées, notamment des glomérulonéphrite membranoproliférative ainsi que des cryoglobulinémies, et également des complications neurologiques qui sont possibles lors de l'infection par ce virus. Et donc finalement, cette étendue des manifestations cliniques liées à l'infection par le virus de l'hépatite E s'explique vraisemblablement par le grand tropisme de ce virus, puisque à partir d'observations réalisées sur des modèles animaux et chez les patients souffrant d'hépatite E, il a été montré que le virus de l'hépatite E était capable de se multiplier dans des cellules du système nerveux central, au niveau du foie, bien évidemment, mais également de la rate, du rein, de l'estomac, de l'intestin. Le virus a également été retrouvé dans le sperme et le virus est également capable de répliquer au niveau du placenta, avec donc une efficacité de réplication qui est bien plus élevée pour le génotype 1 comparativement au génotype 3, donc ce qui peut expliquer les différences de tableau clinique chez la femme enceinte en fonction du génotype avec lequel la patiente est infectée. Pour revenir sur les manifestations neurologiques, puisque ce sont les manifestations finalement qui ont été le plus largement décrites à l'heure actuelle, eh bien, il faut savoir qu'il y a donc des manifestations au niveau du système nerveux central, avec des méningoencéphalites ou des encéphalites, des myélites qui sont possibles. Dans une étude nationale qu'on avait réalisée donc au titre du CNR et publiée en 2016, un cas d'atteinte oculaire avait été décrite. Et dans une moindre mesure ensuite des manifestations périphériques, notamment le personnage Turner, donc des atteintes des épaules, le Guillain-Barré, des myosites, euh, des douleurs neuropathiques, des troubles de la sensibilité, des atteintes des petites fibres également qui ont été décrits. Donc finalement des tableaux neurologiques qui peuvent être très très variés lors d'une infection par le virus de l'hépatite E. Et finalement, la question derrière ces manifestations neurologiques est quels sont les mécanismes qui conduisent à ces manifestations neurologiques. Donc une possibilité, c'est que ces manifestations sont liées à des atteintes immunomédiées, parce que donc dans l'étude nationale publiée au titre du CNR, oui, en 2018, pardon, on avait fait les interrogatoires en 2016, en fait, on l'a publié quelques années plus tard. Mais on avait mis en évidence une fréquence accrue des troubles neurologiques chez les patients immunocompétents, comparativement aux patients immunodéprimés, donc ce qui suggère que le système immunitaire pourrait être impliqué dans ce genre de manifestation. La synthèse intratécale d'anticorps IgM dirigés contre le virus de l'hépatite E ont également été rapportés chez les patients souffrant de troubles neurologiques, et également des anticorps antigangliosides GM1 et GM2 qui ont été détectés chez des patients infectés par le virus de l'hépatite E et qui présentaient un syndrome de Guillain-Barré, donc une potentielle immunité croisée avec certains épitopes du VHE.
Donc ça, c'est la première possibilité, le premier mécanisme qui pourrait expliquer ces atteintes neurologiques. Mais l'autre possibilité qui a été explorée et qui est également tout à fait crédible, c'est la sélection de variants neurotropes au cours de l'infection par le virus de l'hépatite E. Donc, sur modèle animal, notamment le porc et la gerbille, il a été montré que le virus de l'hépatite E était capable d'endommager la barrière hémato-encéphalique pour accéder au système nerveux central. In vitro, il a également été mis en évidence que le virus était capable de répliquer sur différentes lignées neuronales humaines, et également sur des cellules souches qui ont été différenciées en neurones, donc un tropisme et une capacité à répliquer sur ces lignées. Donc, comme je disais, l'infection a été montrée sur différents modèles avec des atteintes diverses et variées en fonction de ce qui était observé dans les différentes études. Et un autre élément qui plaide en faveur de ce neurotropisme viral, c'est que l'ARN du virus de l'hépatite E a été détecté dans environ 42% des LCR de patients qui présentaient des manifestations neurologiques. Donc ça, c'est un cas qui a été publié en 2010 par Nassim Kamar, donc qui est néphrologue au CHU de Toulouse avec lequel on travaille étroitement. Et donc c'était un patient transplanté qui présentait des troubles neurologiques. Donc on avait la chance d'avoir à disposition au laboratoire de prélèvements sanguins, donc qui ont été prélevés 12 mois après le diagnostic, donc ce sont les carrés vides, et 33 mois après le diagnostic. Et donc, à 33 mois, le patient présentait des troubles neurologiques, notamment un syndrome pyramidal. Et dans le LCR a été retrouvé du virus à ce moment-là. Et ce que vous pouvez voir, c'est que finalement, le virus qu'on détectait dans le sang, que ce soit à M12 ou à M33, eh bien, les souches étaient mélangées. Donc, c'était un virus finalement qui était là depuis le début. Par contre, de façon très intéressante, on a mis en évidence dans cette étude qu'il y avait une compartimentation des virus qu'on retrouvait au niveau du LCR, donc des séquences qui étaient vraiment distinctes de ce que l'on pouvait retrouver en périphérie. Donc, ce qui est quand même un argument fort suggérant que le virus avait pu s'adapter euh, à l'environnement du système nerveux central pour répliquer, d'où les mutations qui sont apparues sur le génome et donc qui font que ces séquences sont distinctes de ce qu'on retrouve en périphérie. Donc plus récemment ont été rapportés deux cas de réplication autonome du virus de l'hépatite E au niveau du système nerveux central. Donc dans ces deux cas, le patient a été infecté par le virus de l'hépatite E. Il a été traité par ribavirine, donc le traitement de référence. Ça, Florence y reviendra par la suite. Et donc classiquement, pour suivre un patient traité par ribavirine, on va s'assurer que le virus disparaît de la circulation sanguine et également des selles. Et donc, classiquement, lorsque la PCR est négative dans le sang et les selles, on conclut à la guérison du patient. Sauf que dans ces deux cas-là, les patients, effectivement, en apparence, avaient guéri, puisque le virus avait disparu de la périphérie. Mais devant la persistance des troubles neurologiques, eh bien, des ponctions lombaires ont été réalisées. Et là, de façon surprenante, le virus était détecté avec des charges virales autour de 2 à 3 logs. Donc, ce qui suggère que le virus de l'hépatite E continue à répliquer dans ce compartiment malgré la guérison apparente du patient en périphérie. Donc, avant de terminer, deux mots sur l'infection chronique comme je vous l'ai dit, c'est des infections qu'on détecte chez les patients immunodéprimés, en particulier les patients transplantés d'organes solides, en lien avec le traitement immunosuppresseur. Donc, les patients d'oncohématologie également, les patients qui vivent avec le VIH et qui présentent un faible taux de CD4. Et plus récemment, ont été décrits les patients de rhumatologie, puisque ces patients maintenant reçoivent de plus en plus d'immunothérapie qui peuvent moduler les voies de réponse immunitaire et donc favoriser la persistance du virus. Sachant qu'actuellement, le taux de passage à la chronicité est estimé autour de 60% surtout c'est très largement été étudié chez les patients transplantés d'organes solides et des patients d'oncohématologie. Et le risque de l'infection chronique chez les patients immunodéprimés, la progression rapide vers la cirrhose, puisque vous voyez ici chez ce patient, le stade cirrhose avait été atteint après seulement 3 ans d'infection chronique.
Donc, ce qui est vraiment très, très rapide, surtout si on met ce chiffre en regard des infections chroniques par le virus de l'hépatite C, notamment, où là, ça se compte plutôt en une dizaine d'années. Donc, vraiment une progression très rapide. Les mécanismes sont encore très largement inconnus à l'heure actuelle, mais on sait que cliniquement, si rien n'est fait, la cirrhose peut survenir très rapidement. Donc maintenant, on va passer au diagnostic et au traitement. Je vais laisser la parole à ma collègue. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler maintenant du diagnostic et du traitement de l'hépatite E et on verra aussi, on parlera à la fin de la prévention. Donc, l'histoire naturelle de l'infection est relativement bien connue, au moins chez les immunocompétents. Après une période d'incubation donc, qui varie entre 2 et 6 semaines, donc environ un mois, apparaissent les manifestations cliniques, donc notamment l'ictère, et qui est concomitante donc à l'élévation des enzymes hépatiques. Cette élévation est en lien avec l'immunité du patient, puisque c'est pas un virus lytique, hein, c'est vraiment un système immunitaire qui va être en cause dans la cytolyse hépatique. Donc, bien avant donc l'ictère et l'élévation des enzymes hépatiques, des ALAT, on peut détecter le virus, son génome dans le sang ou dans les selles, et on peut éventuellement rechercher, même si c'est très peu fait quand même actuellement, la fameuse protéine de capside soluble, hein, l'antigène VHE dans le sang. Il existe des kits de microplats qui permettent de faire ceci. Généralement, chez l'immunocompétent, au moment de la phase clinique et des symptômes cliniques, les IgM sont présents, les IgG apparaissent très peu de temps après. Un des pièges du diagnostic, c'est la persistance pendant une très longue période de ces IgM, parfois plus de 6 à 12 mois après l'hépatite E. On détecte encore des IgM, ce qui peut poser des problèmes. Donc, si on n'a plus de cytolyse hépatique, méfiance. La virémie, elle, par contre, se négative en général de façon concomitante à la normalisation des transaminases, alors que l'excrétion dans les selles du virus est, elle, plus prolongée. Un des pièges de ce diagnostic, ça va être les tests PCR qu'on utilise. Beaucoup de ces tests commerciaux ou les tests, on va dire, maison qui sont publiés détectent les souches Pasla épivirus et ne détectent pas le Roca épivirus, donc ce virus du rat. D'où peut-être le faible nombre de cas encore décrits chez les humains, hein, puisque il faut vraiment adapter la PCR pour rechercher ce virus en particulier. Donc, c'est des choses qu'on fait au CNR et qu'on peut vous aider à faire si jamais. Donc l'algorithme diagnostic, je vous propose ce qui est recommandé par l'Association européenne d'études du foie, hein, l'EASL, qui a proposé cet algorithme. Alors, c'est des recommandations qui datent un petit peu, mais qui sont quand même toujours d'actualité, à savoir donc rechercher l'hépatite E devant toute élévation des enzymes hépatiques. Chez les immunocompétents, les tests sérologiques étant maintenant de plus en plus performants, la recherche des IgM est un très bon marqueur. L'ARN viral peut être recherché également en confirmation, notamment à cause de cette problématique peut-être de la persistance des IgM même à distance de l'hépatite aiguë. Effectivement, donc on est devant une hépatite aiguë si tous ces marqueurs sont positifs. Pensez parfois à rechercher les manifestations extra-hépatiques. Nos collègues des pathogastro s'intéressent moins aux manifestations neurologiques, mais quand on les cherche, on en décrit souvent. Et se méfier surtout chez ces patients, notamment parfois un peu âgés dans les pays industrialisés, au phénomène donc d'hépatopathie sous-jacente qui provoque ce qu'on appelle le acute on chronic liver failure, donc une hépatite fulminante chez ces patients donc qui ont déjà des hépatopathies sous-jacentes et qui vont peut-être conduire donc à la nécessité d'une transplantation hépatique, voire, même s'il n'y a aucune recommandation, à aider un petit peu le patient avec de la ribavirin. Chez les immunodéprimés, les tests sérologiques sont plus souvent pris en défaut en raison de l'immunosuppression. Il y a environ 20% de faux négatifs si on se base que sur les IgG ou les IgM pour diagnostiquer l'hépatite E. Donc, c'est vraiment la recherche de l'hépatite E qui va être la pierre angulaire du diagnostic dans cette population et qui va donc signer une infection. Eux aussi peuvent faire des manifestations extra-hépatiques, même si c'est moins fréquent dans l'étude qu'on a fait avec nos collaborateurs français. Et surtout, hein, le signe du passage à la chronicité du virus de l'hépatite E, c'est la persistance de l'ARN viral dans le sang pendant plus de 3 mois. Et donc, cette persistance, elle est de l'ordre de 60%, comme vous l'a dit Sébastien. Donc, 2 tiers des cas, les patients immunodéprimés n'arrivent pas à éliminer le virus et donc vont développer une hépatite chronique.
Ces hépatites chroniques, il va falloir bien entendu les prendre en charge puisque ça peut conduire à de la cirrhose comme toute hépatite virale chronique. Donc il y a là aussi des recommandations de l'Association européenne d'études du foie. Par contre, ben, il n'y a pas de traitement recommandé actuellement pour les hépatites aiguës de l'immunocompétent. Il y a vraiment, on va dire, un petit problème, un défi clinique, puisqu'on en parlait dans le titre, par rapport au traitement des hépatites aiguës sévères de l'immunocompétent. Il n'y a pas de recommandation, pas d'études qui montrent qu'il y a un réel bénéfice, même si c'est vrai, parfois, la ribavirine est mise en place. Pour ce qui est des immunodéprimés, clairement, donc le ASL recommande d'essayer de baisser l'immunosuppression. Ce n'est pas toujours possible, malheureusement. Ça conduit quand même à la guérison du patient dans près de 30% des cas. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a une persistance du virus, eh bien, les recommandations sont de traiter par une monothérapie de 3 mois de ribavirine, bien s'assurer à la fin du traitement que le virus ne soit plus détectable ni dans le sang, ni dans les selles avant d'arrêter le traitement. Sinon, là, c'est quasiment 100% de rechute. Donc, vraiment, s'assurer de la négativation dans les selles, puisque là aussi, l'excrétion est plus prolongée dans les selles. Et en cas de rechute, on part sur un traitement en monothérapie, cette fois-ci de 6 mois, avec des problèmes de tolérance, notamment d'anémie liés à la ribavirine, qui ne sont pas faciles toujours à prendre en charge. Et d'ailleurs, c'est aussi parfois des problèmes qui posent une contre-indication au traitement chez certains patients. Mais malheureusement, on n'a quasiment que ça. En cas de rechute ou de persistance du virus, on peut proposer l'interféron alpha-pégylé pendant 3 mois. C'est plutôt recommandé chez les transplantés hépatiques. C'est un maniement beaucoup plus compliqué chez les autres patients immunodéprimés et notamment donc les transplantés rénaux ou cardiaques. Mais actuellement, aucune autre molécule n'a montré d'activité chez les patients et n'est disponible pour traiter nos patients. Alors, il y a beaucoup vu dans la littérature, dans des études in vitro, l'utilisation du sofosbuvir pour inhiber la réplication. Mais malheureusement, cette molécule bien active sur le virus de l'hépatite C n'est absolument pas active sur le virus de l'hépatite E. Dans cette étude allemande qui avait recruté 9 patients, qui ont été traités donc pendant 6 mois quand même par du sofosbuvir, à dose classiquement utilisée pour l'hépatite C, on voit un effet antiviral très très modeste, puisqu'en moyenne, une baisse de la charge virale seulement d'environ 1 log et aucun patient qui arrive à négativer, en tous les cas, la virémie. Malheureusement, on le voit quand même encore beaucoup dans beaucoup de travail in vitro comme marqueur d'inhibition de la réplication, mais ça ne marche pas in vivo. Donc, il reste quand même beaucoup de défis thérapeutiques. On n'a donc qu'une seule molécule qui est recommandée dans le cadre des hépatites chroniques, plus ou moins, mais il n'y a pas d'études ni de recommandations officielles dans les hépatites aiguës sévères de l'immunocompétent. Mais tout ça se fait hors AMM, puisque la ribavirine n'a jamais validé via des études son autorisation de mise sur le marché pour l'hépatite E. Autre problématique, la ribavirine est une molécule tératogène, donc elle est contre-indiquée chez la femme enceinte. On l'a vu avec la présentation de Sébastien, ce sont des personnes qui, dans les pays à ressources limitées, avec les échinotypes 1 et 2, vont faire des infections sévères, mais on ne peut pas leur proposer donc cette ribavirine en raison de la tératogénicité. On a encore donc des patients qui, malgré plusieurs traitements par ribavirine, sont en échec. Donc 5 à 10% des immunodéprimés se retrouvent sans solution thérapeutique. Donc on a réellement besoin de plus de molécules pour traiter ces hépatites E. Il y a actuellement beaucoup de molécules qui, in vitro, montrent une efficacité. Il va falloir maintenant des études cliniques pour valider in vivo leur efficacité. On va parler maintenant de la prévention, avec deux, on va dire, aspects importants selon l'épidémiologie de ce virus de l'hépatite E. Dans les pays à ressources limitées, c'est avant tout un problème d'hygiène et de traitement des eaux usées, puisqu'on a une contamination hydrique. Et donc, il serait souhaitable, bien entendu, mais pas toujours facile, d'améliorer l'accès à l'eau potable pour éviter ces contaminations par le virus de l'hépatite E. Dans les transmissions zoonotiques, on voit dans tous les pays du monde, mais particulièrement donc dans les pays industrialisés, il est recommandé de faire réaliser une cuisson à cœur des aliments. C'est quand même des températures élevées pendant une durée d'au moins 15 minutes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très bien fait systématiquement. Et puis surtout, on a quand même un vaccin qui a fait beaucoup d'essais cliniques dont je vais vous parler maintenant, qui est un vaccin recombinant, le vaccin chinois Écolin, et qui a été validé en Chine et au Pakistan
il y a quelques années maintenant, et je vais vous présenter tous les travaux qu'ont fait les Chinois, assez intéressants pour essayer de valider ce vaccin dans certaines situations. Il faut savoir que toutes les stratégies vaccinales qui ont été mises en place se focalisent donc sur la protéine ORF2, la protéine de capside, puisque c'est au niveau de cette protéine ORF2 donc, que sont situés les épitopes contre lesquels se dirigeaient les anticorps neutralisants. Il y a eu plusieurs types de vaccins qui ont été développés. Et celui dont je vous parlais, qui est le vaccin Écolin, vous voyez, c'est un petit peptide qui ne couvre pas toute l'intégralité de la protéine de capside, tout ORF2, seulement une petite partie de 239 kilodaltone, de 239 acides aminés. Donc c'est pour ça qu'il a été souvent appelé HEV 239. Maintenant, le nom commercial est Écolin. Donc, ce vaccin, il pourrait être très intéressant pour les personnes à risque d'infection grave, donc les femmes enceintes, les jeunes enfants, souvent aussi de moins de 2 ans, en cas d'épidémie dans des camps de réfugiés ou dans des pays à ressources limitées, chez les patients atteints d'hépatopathie sous-jacente, pour les protéger comme on le fait pour le virus de l'hépatite A, les patients immunodéprimés aussi qui sont à risque d'infection chronique. Et donc, même s'il y a eu beaucoup de stratégies, beaucoup de choses qui ont été développées, il n'y a que ce vaccin chinois, donc le vaccin Écolin, qui a fait beaucoup de phases cliniques et qui est donc là aussi un vaccin recombinant et qui est disponible donc uniquement et validé pour moi uniquement en Chine et au Pakistan. Alors, qu'est-ce qui a permis de valider la commercialisation au moins en Chine? C'est un grand essai clinique de phase 3 qui a recruté plus de 100 000 participants, la moitié ayant été vaccinée avec Écolin en recevant 3 doses de vaccin, vous voyez, à M0, M1 et M6. Et l'autre moitié a été vaccinée avec le vaccin de l'hépatite B, donc avec un même schéma thérapeutique. Donc, les patients ont été suivis initialement pendant environ 1 an et ça a permis de démontrer une efficacité clinique de 100%, c'est-à-dire 0 cas d'hépatite E chez les personnes vaccinées par Écolin versus une dizaine dans le groupe vacciné avec le vaccin de l'hépatite B, donc on va dire dans le groupe contrôle. Donc, il y avait quand même très peu de cas dans le groupe contrôle, donc ça a moyennement convaincu l'OMS initialement. Donc, il y a eu beaucoup plus de suivi, beaucoup plus de validation, et notamment un travail récemment publié où la cohorte a été suivie pendant cette fois-ci près de 10 ans. Et là, cette fois-ci, on a une efficacité clinique puisque seules les manifestations cliniques étaient répertoriées, donc seules les hépatites cliniquement symptomatiques ont été répertoriées. Donc, dans ce cas-là, après 10 ans du schéma vaccinal, on a une efficacité de 83%, 13 cas dans le groupe vacciné versus 77 cas dans le groupe témoin. Donc, c'est quand même assez impressionnant après 10 ans donc, de suivi. À noter qu'un sous-groupe n'avait reçu que 2 doses de vaccin, à M0 et M1. Ils ont été suivis une trentaine de mois et on a quand même une efficacité de 2 doses de 100%. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé pour la protection des femmes enceintes? Il y a une grande étude qui a été réalisée au Bangladesh où ils ont vacciné des femmes jeunes en âge de procréer, donc des femmes entre 16 ans et 40 ans. Donc, il a recruté près de 20 000 participantes. Et pas de chance finalement, puisque la moitié de ces femmes ont été vaccinées avec Écolin et l'autre moitié, là aussi, avait le vaccin d'hépatite B, donc un groupe contrôle. Il n'y a eu aucun cas d'hépatite E chez les participantes enceintes dans aucun des 2 groupes. Donc malgré 4000 grossesses, aucun cas d'hépatite E répertorié, ce qui du coup n'a pas permis de montrer l'efficacité du vaccin pour protéger la femme enceinte de ces formes sévères d'hépatite E. Par contre, une mauvaise nouvelle pour eux, c'est que il a été observé parmi les participantes enceintes, les vaccinées avec Écolin, un risque plus important de fausse couche que les femmes non enceintes, que les femmes du groupe contrôle, pardon. Donc ça a soulevé pas mal de questions et beaucoup d'interrogations parce qu'en général, les vaccins recombinants ne sont pas contre-indiqués chez la femme enceinte. Ils ont fait beaucoup d'études pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Il semblerait que ce soit surtout des femmes vaccinées, donc dans la période périconceptionnelle ou au premier trimestre de grossesse, qui avaient plus une augmentation de ce risque de fausse couche, mais aucune explication réelle n'a été trouvée pour comprendre ces problèmes de fausse couche accrus avec ce vaccin.
Pour ce qui est de contrôler des épidémies, il y a une étude très intéressante qui a été réalisée au Sud-Soudan grâce à la participation au travail de Médecins sans frontières. Malheureusement, le Sud-Soudan est un pays où il y a beaucoup de guerres et de guerres civiles et de camps de réfugiés, notamment un camp de réfugiés qui s'appelle le Bentiu, qui est un très grand camp de réfugiés où il y a plus de 100 000 personnes déplacées qui y vivent, qui subit beaucoup d'inondations, comme vous pouvez le voir aussi sur l'image ici. Et donc, il y a des épidémies prolongées de virus d'hépatite E en raison de problèmes sanitaires et d'accès à l'eau potable dans ce camp de réfugiés. Donc, Médecins sans frontières a conduit 3 campagnes de vaccination afin de vacciner un maximum de personnes. Et donc, à chaque campagne, ils ont réussi à vacciner près de 24 000 personnes, et y compris des femmes enceintes, dans le but donc d'atténuer les conséquences d'une épidémie, conformément un peu aux recommandations de l'OMS à l'époque. Alors, ils ont pu déterminer l'efficacité clinique de ce vaccin, notamment en utilisant 2 doses, parce que c'était difficile, vu le schéma thérapeutique à 6 mois d'intervalle pour les 3 doses. Donc, ils se sont focalisés sur l'efficacité des 2 doses. Et on voit quand même qu'elle est de 84%, donc pour éviter les infections par le virus de l'hépatite E. En plus, ce schéma à 2 doses réduit les coûts, les délais de mise en œuvre, donc c'est quand même plus intéressant dans le cadre d'une épidémie. Et donc, bien que les épidémies d'hépatite E dans ce camp de Bentiu ont continué, il n'y a eu pratiquement plus aucun cas au sein de la population cible du vaccin, donc ce qui montrait que ça peut permettre effectivement de contrôler une épidémie. Mais il y a des petites choses qui ont été soulevées, ouais, on va dire un peu surprenantes, notamment dans les cas d'hépatite E chez les sujets vaccinés par les collins. Ben, les charges virales étaient totalement similaires aux personnes non vaccinées, ce qui était un peu surprenant. Le suivi, il est relativement court, hein, dans cette étude. Le suivi clinique, ça a été seulement 6 mois. La très bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il n'y a eu aucun risque accru de perte de l'enfant chez les femmes enceintes vaccinées. Donc, ce qui a beaucoup rassuré et permet quand même d'envisager plus sereinement l'utilisation de ce vaccin pour protéger les femmes enceintes. Autre problématique, donc vous vaccinez les personnes atteintes d'hépatopathie sous-jacente. Pour cela, des études ont été réalisées en Chine où il y a beaucoup d'hépatite B chez les patients donc porteurs du virus de l'hépatite B, avec une première étude où les patients ont été divisés en 4 groupes, des patients cirrhotiques en raison de leur hépatite B, des patients traités pour l'hépatite B non cirrhotique et des patients non traités non cirrhotiques pour l'hépatite B, ainsi qu'un groupe témoin. En termes de séroconversion et d'effets indésirables, tout se passe bien chez ces personnes-là, 100% de séroconversion et aucun effet indésirable. Dans une autre étude, ils sont repartis sur la première étude de phase 3, celle qui a recruté plus de 100 000 personnes, et ils ont pu identifier finalement et évaluer l'efficacité clinique et surtout la protection donc sur les patients qui étaient porteurs de l'antigène HBS, et ils ont estimé un risque réduit d'hépatite E dans cette population de l'ordre de 72%, ce qui est quand même très intéressant, donc, puisque, vous le savez, hein, on essaie de protéger ces gens qui ont des hépatopathies sous-jacentes vis-à-vis des virus hépatotropes comme l'hépatite A. Pour ce qui est des immunodéprimés, malheureusement, on est dans l'attente d'études chez l'homme. Il y a des modèles animaux qui ont été faits et publiés, mais aucune étude n'est actuellement disponible chez l'homme. Donc, en conclusion, pour ce vaccin, on n'a vraiment qu'un seul vaccin qui a vraiment fait l'objet de plusieurs essais cliniques. Donc, actuellement, l'OMS ne le recommande pas de le vacciner de façon systématique, en raison de données insuffisantes encore dans certaines sous-populations clés, mais soutient son utilisation en cas d'épidémie. On manque encore peut-être de données d'efficacité chez la femme enceinte, chez les enfants et chez les immunodéprimés. Il y a une étude qui va démarrer au Pakistan, enfin qui a démarré au Pakistan pour inclure là aussi des femmes enceintes et on va dire lever complètement ce doute qui reste sur les pertes fétales chez la femme enceinte, donc sur les fausses couches chez la femme enceinte. Chez les enfants, il y a une étude aussi qui va démarrer en Afrique du Sud, qui va inclure des enfants âgés entre 2 et 18 ans. Chez les immunodéprimés, également, l'étude en Afrique du Sud devrait inclure des patients vivant avec le VIH. Donc, on verra s'il y a parmi ces patients-là des personnes très immunodéprimées pour estimer l'efficacité. Et puis, autre, on va dire, nouveauté en lien avec la découverte de cas humains
avec ce virus du rat, avec le virus Roca epivirus. Est-ce qu'il y a une grosse protection entre le vaccin chinois et ces nouvelles souches qui sont assez divergentes? Ça reste encore à déterminer là aussi, donc dans des études cliniques. La Société européenne de microbiologie et de maladies infectieuses également propose là en 2025 de vacciner les femmes en âge de procréer dans les zones où il y a des épidémies en Asie et en Afrique, de vacciner également les patients atteints d'hépatopathie, mais quand même pense qu'il y a encore trop peu de données chez les immunodéprimés et donc il y a des choses à faire de ce côté-là. Voilà, pour finir ce webinaire, quelques messages clés. Je pense qu'il faut rechercher le virus de l'hépatite E devant toute perturbation du bilan hépatique, au même titre que les médecins prescrivent les recherches par sérologie, par PCR du virus de l'hépatite A, de l'hépatite B, de l'hépatite C. Il faut penser également à l'hépatite E. C'est pas un virus qui circule que dans les pays du Sud, comme on le voyait parfois dans certains livres un peu anciens. Hein, c'est un virus qui circule sur toute la planète. Il faut y penser aussi devant des atteintes extra-hépatiques, des atteintes donc neurologiques ou rénales. On a encore un arsenal thérapeutique qui est très restreint. Il y a encore un gros besoin en termes de molécules antivirales efficaces et validées pour les hépatites aiguës sévères ou pour les hépatites des immunodéprimés. Et puis, le vaccin, il y a encore des petites choses à faire. Je vous en ai parlé à l'instant, je n'y reviendrai pas. Voilà, pour finir, je souhaite remercier donc tous mes collègues du CHU de Toulouse qui travaillent avec nous au CNR, également tout le réseau des hôpitaux français ou des laboratoires français qui contribuent avec nous à la surveillance du virus de l'hépatite E, et ainsi que l'EFS, donc puisque depuis 2023 on travaille à l'EFS qui screen les donneurs de sang, et nos collègues de l'école vétérinaire de Toulouse aussi, puisque c'est un virus zoonotique, donc on travaille aussi beaucoup avec eux. Je vous remercie pour votre attention et puis Merci beaucoup. Merci encore Sébastien et Florence pour cette très belle intervention.